Chères étudiantes et chers étudiants, chères enseignantes, chers enseignants, chers collègues, chers membres d'associations, chers parents, mesdames, messieurs, en présence et à distance, il y a énormément de monde à distance, donc je salue l'ensemble des personnes à distance et les personnes présentes, et j'allais dire, cher Joseph, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Autisme et Inclusion. En introduction de mon propos, je souhaite remercier les services techniques et le service informatique, et notamment Arnaud et son équipe, le service de la communication, le service des médiathèques, le service de l'administration et les collègues de la filière en pédagogie spécialisée pour l'organisation de cette conférence. Sur le plan pratique, je rappelle que la conférence est suivie en ligne et qu'elle est aussi enregistrée, et donc qu'elle sera à disposition par la suite sur les réseaux. À l'issue de la conférence, on aura un petit temps de questions, et pour les questions, je vous demanderai de bien vouloir utiliser le micro afin que les personnes à distance puissent entendre les questions. Merci. C'est un immense plaisir, que dire, Joseph, un honneur que de t'accueillir au sein de notre haute école pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel. Ton intervention, Joseph, s'inscrit dans le mouvement actuel tourné vers une éducation inclusive. Dans cette perspective d'une école dite inclusive, il ne suffit pas de prétendre ou d'apporter un ensemble de ressources, on en a parlé à midi, ou de mesures pour garantir l'accueil de tous les élèves au sein de l'école, car l'accessibilité du plus grand nombre est indissociable de la construction d'un nouveau rapport à la biodiversité humaine. Comme tu l'évoques dans tes conférences, que serions-nous sans la panthère rose, Donald, les Schtroumpfs, etc., etc. La normalité prétendue a grand besoin de la richesse humaine. La mise en valeur de la diversité est l'affaire de toutes et tous. Enseignants, direction, parents, partenaires de la communauté éducative, acceptons l'idée, comme tu l'évoques dans le titre de ton dernier ouvrage, qu'il soit parmi nous. Ton intervention s'inscrit donc dans cette aventure de l'humanité et en ta qualité de militant de l'autisme, je suis convaincu que ton discours contribuera à nous permettre de mieux appréhender cette pluralité. Cher Joseph, je t'invite maintenant à me rejoindre et je te cède volontiers la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est une grande joie pour moi de partager ce temps avec vous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible. Bien entendu, à tous les amis de la Haute École Pédagogique. Et bien entendu, merci José. Et ensemble, je l'espère, nous aurons un chouette voyage. Et pour nous faire un peu les dents, comme on dit, par rapport à cette pluralité humaine, je vous propose un cas concret. On va commencer tout de suite par du très concret. On va parler de Winnie l'ourson. Voyez ? Alors, dites-moi, nous connaissons Winnie l'ourson, non ? Oui. Essayons de faire le diagnostic des différents personnages. On va commencer, si vous le voulez bien, par Bourriquet. Que pensez-vous de Bourriquet ? Vous êtes psychiatre, vous devez faire un diagnostic de Bourriquet. Quel sera votre verdict ? Oui, tout à fait. Un bourriquet, notre pauvre petit ami bourriquet est dépressif, quoi. Et je crois que même si vous êtes une personne très dépressive, ce que je ne vous souhaite pas, je crois que vous ne le serez pas autant que notre ami bourriquet, quoi. Donc, bourriquet est malheureusement dépressif. Mais il peut aussi avoir de bons moments. Comment et pourquoi, on y vient dans un petit instant. Donc déjà, on a identifié un cas de figure. Notre ami Bourriquet est dépressif. Dites-moi, parlons maintenant de Tigrou. Quel est le diagnostic de Tigrou ? Bravo, Tigrou est très hyperactif. Voyez ?
Et vous êtes sans doute à ce niveau-là comme moi. Vous avez sans doute eu affaire à des enfants, petits tigrous, très, très, très hyperactifs, quoi. Hein. Des enfants qui ne tiennent pas assis 3 secondes sur une chaise. Hein. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'est un marqueur suprême d'intelligence? Est-ce que c'est la capacité de rester assis sans bouger pendant X heures par jour sur une chaise? Je ne le crois pas. Hein? Mais dans nos écoles aujourd'hui en Occident, si vous ne savez pas rester sans bouger sur une petite chaise pendant X heures par jour, on ne vous acceptera pas. On vous chassera de l'école. Et malheureusement, quand on est chassé de l'école dès le plus jeune âge, la vie peut être très difficile en Occident. Et les gens croiront que vous êtes bête. Mais en fait, Tigrou n'est pas bête du tout. Il a simplement beaucoup d'énergie. Voyez, j'en discutais l'autre jour avec une amie qui a 3 qualités cumulées. Elle est maman d'un enfant autiste hyperactif comme Tigrou. Elle est médecin dans un grand hôpital et elle est d'origine congolaise. Et elle aime à décrire son petit village d'origine au Congo. Et elle m'a expliqué qu'en vérité, dans son village, il n'y avait pas d'hyperactivité. Pourquoi? Parce que là-bas, les parents sont contents que leur enfant soit plein de vie. Voyez, il y a des solutions d'apprentissage, il y a des solutions pour exercer un métier. Est-ce que réellement il est absolument incontournable pour l'être humain de rester assis sans bouger X heures par jour sur une petite chaise pour apprendre les maths? Je ne suis pas très sûr, quoi. Voyez, on pourrait imaginer d'autres cadres d'apprentissage, on y viendra. Et on pourrait imaginer d'autres cadres professionnels, on y viendra aussi. Mais je ne suis pas sûr que la solution, ce soit les médocs à outrance. Je ne vous raconterai pas ma petite vie, mais il se trouve que je travaille dans une grande université belge, celle de Louvain. Et j'ai la chance de côtoyer toutes sortes d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont derrière eux 20 ans d'un certain produit dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas de sous pour l'avocat, quoi, voyez. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours joli à voir en termes de résultats après je ne sais combien de décennies, quoi. Voyez, donc à réfléchir. Des petits tigrous, il y en a beaucoup. Hein. Je crois que dans chaque classe, il y en a à plus ou moins de degrés, quoi, mais il y en a. Voyons maintenant Porcinet. À Porcinet, il pourrait même avoir plusieurs diagnostics. Qu'est-ce que vous pensez de Porcinet? Bravo. Porcinet est un grand anxieux. Hein? Il a de grosses anxiétés. Oh, mais j'allais dire, on peut quand même vivre, moyennant quelques précautions, moyennant un certain cadre de vie. Et d'ailleurs, je crois que l'image présente ici indique une esquisse de solution, quoi. On y reviendra. Donc, il a des problématiques d'anxiété. Et j'ai en tête cette étude, je crois, danoise, qui disait que ce qui prédit malheureusement le mieux l'exclusion d'une personne adulte autiste, c'est son degré d'anxiété ou d'angoisse. Vous voyez, c'est à considérer. Mais il a aussi un autre handicap, si vous avez vu le film. Qu'est-ce qu'il a comme handicap, Porcinet? Bravo, il est bègue. Hein. Nous sommes dans une société où lorsque vous ne savez pas ou ne pouvez pas produire un bavardage fluide de façon homme politique, ben vous êtes exclu, quoi. Voyez? Mais il n'y a aucune corrélation entre intelligence et production d'un bavardage interminable. Hein? Voyez? Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Hein? Voyez? Et donc notre ami Porcinet, malheureusement, serait exclu là aussi pour une deuxième raison. Et c'est vous dire que l'être humain n'a en général pas forcément un diagnostic unique. Voyez? Vous pouvez cumuler les handicaps. Et ça, c'est parfois très compliqué à expliquer sur le plan administratif. Oui, vous pouvez être, par exemple, aveugle et autiste. Mais comment est-ce que, administrativement, ça sera pris en compte? On vous demandera parfois de choisir votre handicap principal. Est-ce que vous êtes aveugle et par moment,
autiste. Eh bien, est-ce que vous êtes autiste et par moment, secondairement aveugle? Oui, c'est très compliqué, remplir les dossiers. Voilà. Après, nous avons un autre personnage, c'est évidemment Maître Hibou. Maître Hibou, quel pourrait être son diagnostic? Non? Oui? Mais regardez, quelqu'un qui raconte des choses très 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 techniques en permanence, de façon totalement déconnectée des réalités, et lorsque sa maison s'effondre, il est en train de vous expliquer des choses très techniques sur je ne sais quel aspect de la pathologie générale. Ça, je pense que ça peut être soit une personne de notre petit club autistique, soit quelqu'un à haut potentiel, comme on dit. En tout cas, il mérite un petit diagnostic, là aussi, je crois. Et dans la version anglaise, il a un ton de voix absolument mémorable. Alors, je trouve ça génial, quoi. Mais dites-moi, dans tout ça, Winnie l'ourson, quel est son rôle? Quel est son handicap? En fait, je ne pense pas qu'il ait de handicap, Winnie. Par contre, il est, je dirais, un travailleur social modèle, quoi. Mais oui, parce qu'il sait travailler avec tous les profils. Il sait travailler et fonctionner aussi bien avec Porcinet qu'avec Tigrou, Bourriquet, enfin, que sais-je, c'est pas génial, ça? À mon avis, Winnie l'ourson, c'est l'emblème de la réussite de l'école. L'école devrait servir à ça, à apprendre à fonctionner avec toutes sortes de gens. L'école ne devrait pas servir à connaître les détails historiques de telle ou telle date lointaine. Non, non, non. Ça, on peut l'apprendre sur Internet en 2 clics de souris. Mais par contre, apprendre le fonctionnement des autres, apprendre à fonctionner avec les autres, ça me semble être vraiment le cœur de la mission de l'école. Et Winnie sait le faire à merveille. Mais Winnie a quand même un problème. Je ne sais pas si vous le savez, mais Winnie l'ourson est interdit en Chine. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Alors que Winnie est parfaitement gentil, inclusif, tolérant, il n'a pas d'opinion politique et je ne sais quoi. Oui, dites. Bravo, voilà. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au président chinois, quoi. Vous voyez? Alors, bien sûr, on peut le dire comme une sorte d'anecdote quelque peu potache, mais il y a un message là derrière. C'est que même si vous avez l'impression d'être une personne parfaitement intégrée dans la société, même si vous êtes quelqu'un d'extraordinaire sur le plan humain, vous pouvez être exclu un jour, quoi. Vous voyez, l'exclusion peut se produire subitement sur des critères totalement irrationnels. Voyez, et il n'y a pas des gens qui seraient, entre guillemets, protégés ad vitam par rapport à l'exclusion. Voyez, et le cas de Winnie peut nous servir malheureusement d'exemple. L'exclusion, au fond, est totalement arbitraire, totalement stupide, et ça change constamment. Les grands facteurs d'exclusion changent beaucoup au cours du temps, quoi. Alors, vous me direz que c'est quand même drôle que cette histoire de Winnie l'ourson et autant de personnages bizarres, non? Mais j'allais vous répondre, c'est à l'image d'une classe. Vous connaissez beaucoup d'élèves normaux. Voyez, j'avais un ami malheureusement décédé, c'était un responsable de la police, et il m'avait expliqué dans une enquête criminelle, si tu tombes sur un type qui est parfaitement clean, c'est-à-dire jamais d'histoire, toujours gentil et serviable, ben c'est lui le tueur. Non, une mauvaise blague. Mais trêve de plaisanterie. Je veux dire que dans les classes aujourd'hui, il y a toutes sortes de profils d'enfants. Et finalement, le profil de l'enfant dit normal par rapport auquel on a développé le système scolaire, en vérité, n'existe pas vraiment, quoi. Ça pose quand même quelques questions assez graves sur notre façon de comprendre l'enseignement. Autre petite remarque, pourquoi est-ce que Winnie l'ourson a eu un tel succès?
Parce que des histoires pour les enfants, il y en a des millions, quoi. Pourquoi est-ce que Winnie l'ourson a eu un tel succès, à votre avis? Eh bien, je crois parce que les enfants s'y reconnaissent. Voyez, si vous êtes un enfant exclu, on se moque de vous parce que vous avez un profil tigrou, ben vous vous reconnaîtrez dans l'histoire. Voyez, c'est exactement la même raison qui fait que Donald soit tellement populaire, alors même que Mickey n'intéresse personne. Mickey est très chiant, quoi, si j'ose dire. Par contre, Donald est formidable. Parce que Mickey n'a aucun, entre guillemets, défaut, quoi. Il est lisse et finalement sans intérêt. Par contre, Donald, on s'y retrouve et on s'identifie aisément avec Donald. Et tous les enfants que leurs parents traitent de maladroits, en anglais, ça pourrait être rendu par Goofy. Mais en fait, Goofy, c'est le nom de Dingo en anglais. Voyez. Donc, naturellement que les enfants que l'on traite de maladroits se reconnaissent avec un personnage. Tiens, il est comme moi, et en plus, il est gentil. Mais voilà. Donc, accepter la pluralité humaine, l'accepter sur un plan culturel aussi, c'est très important parce que ça donne une image juste, mais aussi parce que tout simplement les gens y adhèrent. Et donc, j'aime beaucoup Winnie l'ourson. Vous me demanderez pourquoi n'ai-je pas commencé par je ne sais quel texte savant. Oh, vous savez, des textes savants, il y en a beaucoup dans mon PC. On aurait pu faire ça. Bon, je ne voulais pas vous traumatiser d'une part, mais aussi tout simplement parce que je sais qu'il y a parmi nous des personnes nombreuses qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Et comment est-ce qu'on va expliquer aux enfants la différence? Par des bouquins savants? Page 1847, non, ça vous faites comme Maître Hibou, ça ne marche pas. Vous voyez, il vaut mieux partir de ce que les enfants connaissent. Voyez, et en s'appuyant sur les vecteurs culturels que les enfants connaissent ou que les jeunes connaissent, on peut développer beaucoup de thématiques humaines. Voyez, d'où je me suis proposé de commencer par ce petit exemple-là. Voyez, c'est peut-être la seule conférence dans cette honorable salle qui aborde le cas de Winnie l'ourson. Mais bon, admettons. Voilà. Alors, maintenant, continuons un petit peu notre exploration avec quelques questions critiques. Tout d'abord, on devra résoudre des problèmes existentiels. Par exemple, survivre quand on est différent. Pour cela, je vous propose une petite balade concrète dans une fable où nous aurons tour à tour l'intervention de différents animaux et d'un fantôme. Je sais que c'est lui que vous attendez. Donc voyons tout d'abord les animaux et puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre. Notre premier animal, c'est un gigantesque lézard. On l'appelle le dragon de Komodo, parfois le varan de Komodo. Vous voyez, c'est un dinosaure en fait. Moi, on m'avait appris à l'école que les dinosaures étaient morts il y a je ne sais combien de millions d'années. Comment se fait-il, dites-moi, que ce dinosaure-là soit toujours en vie? Étrange, non? C'est très simple. Il a trouvé un lieu de vie. Il a trouvé un biotope adapté à lui. À savoir l'île de Komodo, de l'autre côté de la Terre, peu importe. La leçon du dragon, c'est que je suis sûr qu'il y a pour vous, un biotope adapté. Pas forcément là où vous êtes né, mais je suis sûr qu'il y a un petit lieu adapté pour vous, qui que vous soyez tigrou, que vous soyez porcinet, bourriquet, et que sais-je encore. Voyez, ça c'est un point très important. Pour le dire de façon plus savante, si vous le permettez, c'est ce que l'on appelle, pardonnez le vocabulaire, le modèle social du handicap. C'est quoi ça? C'est très simple. Il y a longtemps, il y a quelques décennies, quand on parlait de handicap, on invoquait un modèle médical. Ah, vous êtes bizarre, on va vous faire passer devant un médecin qui va faire tel ou tel diagnostic médical, et ce diagnostic, ce sera votre handicap.
Voyez, c'est le modèle médical du handicap. Dans le modèle social du handicap, qui est le modèle plus récent, celui qui est aujourd'hui reconnu par les autorités, on affirme que c'est l'environnement qui est la cause immédiate du handicap. Je m'explique. Quand on est dans un bus ou un train et qu'on est de petite taille, comment fait-on pour mettre les bagages en haut? On est un petit peu handicapé, non? Un petit peu, mais quand même. Voyez? Et à l'inverse, quand on est grand dans le même bus ou le même train, comment on fait pour les genoux? Alors, quelle est la solution? On coupe les jambes? Je ne suis pas d'accord, moi. Voyez? Par contre, on peut tout à fait imaginer un bus ou un train où on aurait de la place en bas pour les bagages et on aurait de la place pour les genoux. Voyez, c'est un exemple. Alors bien sûr, dans la réalité, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Mais globalement, je me dis que si on travaille sur l'environnement, si on crée un environnement adapté, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, eh bien, on pourra vivre, même vivre longtemps. Vous voyez, c'est simple. Bref, ça c'était la leçon du dragon. C'est là qu'arrive notre deuxième animal, un adorable petit perroquet. Il s'appelle le kakapo. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce nom, c'est son nom tout à fait officiel. Le kakapo est très sympa. Il n'a qu'un seul petit problème, c'est qu'au cours des siècles, il a perdu ses neurones. Et il serait, paraît-il, aujourd'hui l'oiseau le plus stupide de la création. Alors, je cite les meilleures sources scientifiques. Voyez, il est décrit comme étant lent, gras et idiot. S'il y a quelqu'un qui vous appelle comme ça, je crois que ce n'est pas votre ami. Voyez. Mais bien sûr qu'on peut rire par rapport au petit kakapo, mais avant de conclure un peu hâtivement, on peut se dire que finalement le kakapo habite dans l'un des plus beaux endroits de la Terre, les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande, que parfois on appelle les Alpes du Sud. En tout cas, c'est un lieu où on tourne je ne sais combien de films que les gens viennent regarder au cinéma. Voyez. Donc, est-ce qu'il est si bête que ça, notre ami le kakapo? Il mène une longue vie paisible dans un cadre naturel superbe. Je connais des bipèdes humains qui se croient suprêmement intelligents, mais qui passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échappement. Voyez, l'intelligence, vaste concept. Sans entrer dès à présent dans d'autres réflexions sur le sujet, plus les années passent et moins je sais ce que veut dire la déficience intellectuelle. Voyez, on y reviendra sans doute. Après notre ami le perroquet, vient une autre bestiole, le troisième animal de la fable, c'est le homard. Je ne sais pas si vous le savez, mais le homard a des compétences sociales extraordinaires. Le homard a un sens des hiérarchies sociales. Voyez? Lorsque c'est lui, le homard dominant, il prend ses aises. Lorsqu'au contraire c'est un homard dominé, il se recroqueville. C'est pour ça qu'on dit parfois que le homard a découvert le patriarcat. J'ai un petit doute sur la validité scientifique de l'opinion, mais néanmoins, elle est plaisante, je crois. Donc le homard a des compétences sociales bien supérieures aux miennes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez un sens des hiérarchies sociales très développé. Lorsque vous voulez avoir un emploi et que vous vous retrouvez dans le bureau du grand patron, il ne faut pas rentrer là-bas et dire « qu'est-ce que ça pue ici ?» Parce que si vous le faites, vous n'aurez pas le job. Voyez ? Vous devez savoir que dans le bureau du grand patron, ça sent la rose. Bref. Donc ça, c'est le sens de hiérarchie humaine. Le homard, là, je ne l'ai pas forcément. Mais dites-moi, ce homard qui a de très grandes compétences sociales, en dernière analyse, que lui advient-il? Il se fait bouffer, quoi. Donc que vaut-il mieux être? Le homard ou le kakapo?
je choisis le kakapo, quoi. Vous voyez? C'est tout à fait étonnant. Hein? Mais encore une fois, que veut dire l'intelligence? Que veut dire le succès social? Hein? Je vous l'ai caché, mais en fait, mon vrai handicap n'est pas celui que l'on croit parfois. Mon vrai handicap, c'est que je sois né le même jour et la même année que Britney Spears, quoi. Hein? Vous voyez? Donc Britney Spears est en fait ma jumelle astrale. Enfin, nous avons un deuxième point commun, c'est que je crois que ni elle ni moi ne savons chanter, quoi. Hein? C'est notre souci. Mais blague mise à part, il y a quand même quelque chose de très intéressant à dire sur ma jumelle astrale, quoi. Hein? C'est que même si vous êtes une personne d'une ambition invraisemblable, jamais, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez envisager d'avoir le même succès que Britney Spears. Et en plus, elle l'a eu dans tous les domaines et dès le plus jeune âge. Regardons où cela a mené. Voyez ? C'est quand même très intéressant, parce que quelle conception a-t-on du succès d'une vie réussie? Voyez, on pourra réfléchir sur cela aussi. Hein. Donc le homard, attention, quel est l'objectif quand on travaille avec des enfants différents? Est-ce qu'on veut vraiment à tout prix en faire des petits Donald Trump en termes de compétences sociales ou pas? C'est une vaste question. Hein? La normalisation n'est pas forcément le summum de ce que l'on peut atteindre, je crois, au cours d'une vie humaine. Hein? D'ailleurs, pardonnez ce petit moment sombre, hein, mais le mot normalisation dans beaucoup de pays d'Europe a une connotation très négative. Hein? En Allemagne, vous voyez, quand on parle de mise au pas, hein, la Gleichschaltung, hein, vous voyez, c'était cette période hein, de l'histoire au début du régime nazi, quoi, hein. En Europe de l'Est, la normalisation, hein, c'est souvent considéré comme la période de répression maximale, quoi, hein, au cours du XXe siècle sous d'autres régimes. Vous voyez, donc la normalisation, la normalité ne doit pas être considérée, à mon avis, comme le summum de ce qu'on peut atteindre au cours d'une vie humaine. Alors, excusez, je suis fils de réfugiés politiques ayant connu le goulag, enfin pas moi, mes parents, quoi, hein, ça me trotte parfois en tête, quoi, tout cela. Quoi. Et donc, nous avons pu voir hein, que peut-être il valait mieux être un petit kakapo quelque part dans la montagne. Hein, mais maintenant, voyons, si vous le voulez bien, notre fantôme. Je suis sûr que c'est lui que vous attendiez le plus. Hein. On va parler de Casper. Est-ce que vous connaissez Casper? Quelle est la particularité de Casper? Il est gentil, bravo. Et on l'appelle même le gentil fantôme. Hein? Voilà. En fait, Casper, il a un objectif dans la vie, c'est de se faire des amis. Et il fait l'impossible pour se faire des amis. Il est gentil, serviable, toujours là, toujours positif, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les autres ont peur de lui, hein, que ce soit les autres humains ou les autres animaux. Hein. Mais en fait, Casper, il s'obstine, il continue et ça ne marche toujours pas. Ça, en fait, Casper, c'est le syndrome de beaucoup d'enfants autistes. Ils font de leur mieux pour se faire accepter. Ils font de leur mieux pour avoir des amis, mais ça ne marche pas parce que les autres ne veulent pas d'eux. Voyez ? Et c'est très triste. Et on voit à quel point on se trompe, même des autorités, hein, des sommités de la science, hein, se trompent parfois gravement, parce qu'on part toujours de l'idée que c'est l'enfant autiste qui ne joue pas avec ses camarades. Oui, mais peut-être que ce sont les autres qui ne veulent pas jouer avec lui. Y a-t-on pensé? Hein? Et aussi, on a souvent cette idée, alors que l'on entend parfois à propos des adultes, l'idée du coaching. Hein? L'idée du coaching est la suivante. Vous êtes une personne autiste, ou alors il y a une autre particularité, eh bien, on va vous former pendant des milliers d'heures à être non autiste.
Et au bout de que sais-je combien de milliers d'heures et de des sommes folles, vous serez censés être normaux. Mais est-ce que ça marche, ça? Vous voyez? Un bon petit secret, hein? Ma sœur, qui est quelque part en Suisse, prof de japonais, quoi. Alors, vous ne la retrouverez pas, elle n'a pas le même nom que moi, hein, suite à son mariage. Hein. Et donc, ma sœur a bien sûr appris tous les détails sur la langue japonaise, la culture, mais je crois pouvoir dire que si on la jugeait sur les critères d'un fonctionnement japonais, elle serait toujours moins performante qu'un japonais moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez tenter de pasticher les non-autistes après des milliers d'heures d'apprentissage, vous serez toujours moins performant qu'un non-autiste moyen. Voyez, ça pose quelques questions quand même par rapport aux objectifs. Alors, notre ami Casper essaye toujours, et en dernière instance, il va se faire des amis. Est-ce que vous savez par quel mécanisme secret il va réussir à se faire des amis? C'est lorsqu'il réussit à aider de façon décisive telle ou telle personne. Voyez, les problèmes arrivent à un moment donné pour quasiment tout le monde. Hein. C'est une triste nouvelle, mais c'est ainsi. Donc s'il y a un Casper qui vient vous aider à ce moment-là, vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accepter. Application pratique. Je vais vous donner un exemple de l'enfance et un exemple de l'âge adulte. Hein. Quand ça se complique en mathématiques à l'école, les autres de la classe seront contents de vous avoir pour petit Casper hein, qui vient les aider. Quoi. Hein. C'est là qu'on se demande parfois, mais pourquoi diantre subitement tout le monde veut être assis à côté de moi quoi. Hein, voilà, à un certain moment de la semaine. Quoi. Hein, bon, bref, des petits mystères. Hein. Mais prenons un autre exemple, cette fois de l'âge adulte. Alors, j'ai un étudiant qui donc est adulte autiste et que tout le monde rejette. Vous voyez, c'est le profil du jeune adulte qui n'a pas d'amis, que tout le monde trouve vraiment bizarre. Hein. Et donc, il vit dans l'exclusion à tous les niveaux. Quoi, hein. Sauf que maintenant, avec les problèmes politiques que vous savez en Europe de l'Est, eh bien, il a trouvé une façon de s'intégrer. Comment fait-il? C'est très simple. Il a acheté un assimile de russe. Vous voyez le assimile, le petit manuel de langue. Hein? Donc, il a acheté ce bouquin-là et il a appris le russe. Alors, il n'est pas russe, il n'a jamais mis les pieds en Russie et a priori n'a pas de contact avec des russophones. Quoi, hein? Sauf qu'il a tellement bien appris. Mais oui, quand on ne fait que ça, qu'en quelques semaines, il parle tellement bien russe avec le bon accent qu'il pourrait être présentateur de télé, quoi. Voyez? Et évidemment, il se fait plein de copains parmi les réfugiés ukrainiens, quoi. Ben oui. Voilà, ça c'est Casper en action, quoi, hein, avec son assimile, quoi. Je trouve l'histoire assez géniale, quoi. Hein, voyez. Donc rendez-vous indispensable, quoi. Les autres n'auront pas d'autre choix que de vous accepter, quoi. Ça c'est une stratégie. La vraie mission des personnes handicapées, c'est d'aider les valides. Hein, c'est ça l'idée, quoi. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi toute l'histoire de Casper dès le début, mais au tout début de Casper, il y a des scènes où on voit Casper dans une classe avec d'autres petits fantômes et un prof fantôme. Peut-être, est-ce que quelqu'un se souvient de ces scènes-là? Et qu'est-ce qu'ils apprennent hein? Qu'est-ce qu'on enseigne dans une classe pour fantômes, quoi hein? Non? Bravo, félicitations, je suis content qu'il y ait des gens qui connaissent Casper. Hein, voilà. Donc, on leur enseigne à faire bou-bou-bou et à terroriser les humains. Quoi, hein, voilà. Et visiblement, ça scelle un peu le groupe hein, de petits fantômes. Le seul qui refuse de jouer à ce petit jeu-là, c'est Casper. Donc il perd ses amis fantômes et il ne réussit pas à se faire des amis humains. Quoi. Donc il est perdant en apparence, mais à long terme c'est lui qui gagne. Parce que je crois que sa philosophie de vie est bien plus intelligente
que celle des autres fantômes qui veulent faire peur aux humains, quoi. Il y a certaines personnes handicapées, alors c'est un peu triste à dire, ce n'est pas politiquement correct, mais il y a certaines personnes handicapées au-delà d'un certain âge. Elles ont vécu tant de fois l'exclusion dans des situations tellement compliquées qu'elles en deviennent un peu négatives. Et elles ne sont pas toujours sympas avec les gens. Voyez. Et là, je crois que Casper, il a une approche bien plus intelligente. Donc, souvenons-nous de Casper, parce que des Casper, il y en a beaucoup. Concrètement, vous êtes un petit Casper dans le monde des humains. Quelle stratégie est-ce qu'on peut trouver, en plus du fait d'aider les autres, pour se faire des amis? Quelles peuvent être les bonnes astuces? Une première astuce, j'essaie parfois de la donner à des enfants qui sont exclus, par exemple pour cause de handicap, d'essayer d'aller non pas vers celui qui est le plus populaire dans la classe, mais vers d'autres rejetés. Pourquoi? Parce que celui qui est le plus populaire dans la classe, il a déjà de nombreux amis. Il peut bien sûr arriver qu'il vous accepte, mais ce n'est pas le cas le plus commun, malheureusement. Allez plutôt vers d'autres exclus, quoi. Une autre personne handicapée, ou alors des gens de je ne sais trop quelle origine. Voyez, ça peut beaucoup mieux marcher. Ensuite, l'administration de l'école. Imaginons que dans la classe A, il y ait un petit maître hibou. Et dans la classe B, il y a un Winnie l'ourson. Par les hasards des choses, l'année prochaine, les deux se retrouveront dans la même classe. Tout à fait par hasard, évidemment, quoi. Voyez ? On peut un petit peu forcer le destin, quoi. Ce sont des petites astuces. Les astuces qui marchent le mieux sont les plus discrètes, évidemment, quoi. On est d'accord. Donc, savoir aider les autres, savoir se tourner vers certaines personnes exclues, mais aussi apprendre à manier l'humour. Voyez, lorsque vous réussissez à faire rire quelqu'un, il est biologiquement impossible que cette personne vous haïsse. Voyez? Alors, s'agissant des enfants autistes, c'est peut-être un peu ambitieux, vous me direz, de savoir manier l'humour. Je le concède, ça peut être très compliqué que d'apprendre à manier l'humour, cet humour en tant que stratégie d'inclusion. Mais néanmoins, on peut commencer, et ce matin, on a eu dans cette même salle une très belle discussion sur le sujet. À mon avis, on peut commencer par enseigner aux enfants ce qu'il ne faut pas aborder pour ne pas se faire exclure, justement. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'enfants autistes adorent commenter l'apparence des gens, mais il ne faut pas le faire. Si vous croisez un monsieur très gros qui marche dans la rue, il ne faut pas commencer à lui raconter des choses sur le cholestérol et le cœur qui souffrent, quoi, voyez? C'est peut-être vrai scientifiquement, je n'en sais rien, mais il ne faut pas le dire au monsieur qui marche dans la rue, quoi. Et donc il y a tous ces apprentissages-là, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis tout à fait conscient. Et moi-même, je fais des gaffes à répétition, quoi. Vous voyez, bon, allez, tant pis, le ridicule ne tue pas, c'est grâce à ça que je suis encore en vie, quoi. Vous voyez. J'ai une anecdote pour l'illustrer. Bon, ce n'est pas une anecdote très glorieuse, je vous préviens. J'ai des amis psychologues, alors je recommande toujours d'avoir des amis psychologues parce que les psys ont les histoires les plus terribles à raconter, quoi, toujours, quoi. Donc, ça se passe donc lors d'une rencontre entre plusieurs amis psychologues. L'une d'elles, donc prénommée Anne-Sophie, psychologue spécialisée dans l'autisme, qui passe ses journées à enseigner les compétences sociales aux enfants autistes. Et visiblement, elle avait l'air assez traumatisée ce jour-là. Donc, elle raconte que dans son groupe d'enfants autistes, il y en avait un nouveau. Et lui, en arrivant, au lieu de dire « Bonjour Anne-Sophie », il est arrivé, il a dit « Anne-Sophie, tes cuisses sont grosses ».
Non, donc bien sûr, Anne-Sophie était un peu perturbée. Donc je voulais aider Anne-Sophie, quoi. Et donc je lui avais dit à peu près ceci. Mais Anne-Sophie, vous êtes psychologue spécialisée dans l'autisme. Ces choses n'ont pas de mystère pour vous. Vous savez bien que les enfants autistes disent parfois brutalement la vérité. Bon, il y a des choses plus ou moins heureuses à dire. Donc, vous voyez, il faut apprendre, si possible, dès le plus jeune âge, les sujets à ne pas aborder pour ne pas vous aliéner vos possibles futurs amis, quoi. Voilà. Donc, tout ça fait partie de tout un apprentissage. Mais encore une fois, à long terme, même si ça a l'air d'être une voie ingrate, je crois que c'est Casper qui a raison, quoi. Voyez. Donc voilà, c'était un peu notre petite fable, mais cette petite fable, elle s'articule autour peut-être de nombreux autres exemples qu'on peut utiliser en classe. Je vais, si vous voulez bien, partager avec vous une chouette petite équipe. Je ne sais pas si vous connaissez l'inspecteur Gadget. L'inspecteur Gadget, comme son nom l'indique, est très fort pour manier toutes sortes de petits outils techniques. Par contre, sur le plan de la compréhension sociale, j'ai quelques doutes, quoi. Ce qui est absolument génial, et ça fait rire toujours les enfants, c'est que même au bout de N épisodes toujours répétitifs, eh bien, il n'a toujours pas compris qu'il y avait un certain Dr. Gang qui lui en voulait, quoi. Vous voyez, c'est quand même génial, à ce stade-là des choses. Alors, comment se fait-il que le docteur Gang ne soit toujours pas parvenu à ses fins, quoi? Quelle est l'astuce secrète? L'astuce secrète, vous la voyez, il y a toute une équipe. Dans l'équipe, ils sont différents, tous les trois. Alors, la petite Sophie, elle a un sens social très développé, voyez? Et le chien, lui, il ne parle pas. Mais chacun se complète mutuellement et ça fonctionne bien. Et ça peut nous donner une source d'inspiration à l'école, par exemple, non? Plutôt que de réfléchir en termes d'élèves isolés, si on réfléchissait en termes de petites équipes qui pourraient se créer entre tel ou tel profil, non? Qu'en pensez-vous? Ou dans l'emploi, de plus en plus, s'agissant de l'emploi des adultes différents, les entreprises ne raisonnent plus en termes d'individus, mais raisonnent en termes de duo ou de trinôme, avec chacun ses particularités. Ça peut beaucoup mieux marcher qu'on ne le croit. Est-ce que vous aviez vu l'inspecteur Gadget sous cet angle-là? Non? Pensez-vous que ça puisse servir de support d'apprentissage de la différence dans les écoles? Je pense que oui. Voyez. Je vous avoue que j'ai depuis longtemps une certaine faiblesse pour le chat du docteur Gang. Je trouve que le chat est assez génial, mais bon, après, bref, voilà. Ça, c'est une réflexion entre nous, quoi. Et puisqu'on est un peu aussi dans ces choses-là, un dernier animal peut-être à voir avec vous, c'est évidemment Rantanplan, quoi. Vous connaissez Rantanplan, non? Mais dites-moi, est-ce que Rantanplan est bête ou est-ce qu'il est très intelligent? Avez-vous une idée? En fait, on n'en sait rien. Et vous pouvez regarder des films entiers sur Rantanplan et à la fin du film, on ne saura toujours pas s'il est bête ou très intelligent. C'est fâcheux, ça. Parce que tout notre système scolaire, même système culturel, est bâti sur l'idée qu'il n'y aurait, alors idée fausse bien sûr, est bâti sur l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul axe des intelligences, quoi. Voyez? Or, avec Rantanplan, on a quelqu'un qui est visiblement intelligent, mais il a d'autres façons de penser. Et il ne rentre pas réellement dans les cases attendues. À titre personnel, j'aime beaucoup Rantanplan. Mais dites-moi, vous les spécialistes de Rantanplan, quel est son meilleur ami? Comment s'appelle son meilleur pote? Je vous donne un petit indice sur l'écran. Avrel, bravo. Est-ce que ça ne vous a pas traversé l'esprit qu'en fait Avrel avait le même profil que Rantanplan?
Non? Alors certes, Rantanplan est un chien, Avrel est humain, ou presque, mais ils ont le même fonctionnement et ils s'entendent tout à fait bien. Soit dit au passage, Avrel est vraiment un cas d'école par rapport à une situation malheureuse mais assez présente. Que devenez-vous lorsque vous êtes une personne handicapée dans un environnement toxique? Parce que, pour parler clairement, Avrel a une fratrie délinquante, quoi. Vous voyez? Lui-même est théoriquement bandit, mais pas très efficace comme bandit. Voyez. Et donc, notre ami Avrel est un peu tiraillé entre des injonctions contradictoires. Et la vie de beaucoup de personnes autistes est faite d'injonctions contradictoires. Par exemple, est-ce que vous y avez réfléchi? Mais si vous êtes à la gare, il y a une petite ligne qu'il ne faut pas franchir. Donc lorsque votre train arrive, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas monter dans le train. Quoi. Ben oui, si les consignes ont un sens, voyez. Pour donner un autre exemple, comment il peut être compliqué de comprendre les injonctions sociales? Nous sommes d'accord, il y a un code de politesse dans les sociétés humaines de façon très générale, c'est le respect ou la priorité due aux anciens ou aux aînés, quoi. Voyez? Donc imaginons qu'il n'y ait qu'une toute petite porte pour sortir de cette salle. C'est la petite porte là-bas. Donc je m'apprête à sortir et là je vois qu'il y a une personne âgée qui veut sortir par la même porte. Que dois-je faire? Dites-moi. Je dois laisser passer la personne. Très bien. Mais imaginons que je sois un jeune autiste et on m'a toujours appris à verbaliser mes ressentis. Donc je dis, Madame, je vois que votre peau est toute ridée, vous devez être très vieille, passez, passez. Est-ce que ça lui plaira? Non, mais à moins que cette personne ne soit totalement bête, elle doit bien se rendre compte pourquoi on la laisse passer. Pourquoi donc est-ce qu'elle se met en colère si on la laisse passer en disant ce qu'on fait, alors qu'elle est contente si on la laisse passer sans dire ce que l'on fait? Et essayez d'expliquer ça à un enfant autiste, quoi. Vous voyez? Très vite, vous vous retrouverez face à toutes les contradictions et absurdités du monde des gens dits normaux. Donc ça peut être très compliqué de grandir dans ce monde soumis à des tiraillements entre, par exemple, la loi qui dit qu'il ne faut pas cambrioler les banques, et puis ce que vous dit le patron de votre frère dominant, on va dire, qui est le plus petit, évidemment, c'est Joe, quoi. Vous voyez, vous êtes en tant qu'Avrel constamment tiraillé entre toutes ces injonctions. C'est pas facile à vivre, tout cela. Vous voyez, donc nous avons pu découvrir Rantanplan. Mais parlons de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas une plaisanterie, parce qu'il y a eu quantité de théories et de discours là-dessus. Je me permettrai simplement de partager avec vous cette image. Alors, en Europe, vers la fin du 19e siècle, au début du 20e, il y a eu des fluctuations, mais en gros, c'est à peu près à cette époque-là que l'école s'est généralisée. Les autorités étaient très vite confrontées à un problème majeur, à savoir de comment faire pour continuer malgré tout à exclure certains enfants de l'école, sans pour autant mettre en doute le nouvel idéal d'école universelle. Donc on a cherché toutes sortes d'astuces pour pouvoir continuer à déscolariser ou priver d'école les enfants différents. Et on a chargé, le ministère français de l'instruction publique de l'époque avait chargé un éminent spécialiste, le docteur Binet, de créer des outils scientifiques qui permettraient de justifier l'exclusion des enfants, de certains enfants. Et c'est évidemment le docteur Binet qui a créé le QI, le quotient intellectuel, avec différents tests que vous savez. Et le docteur Binet, entre autres, a écrit ce texte de 1904, méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux.
Alors vous pouvez retrouver assez aisément le texte sur Internet et il le dit clairement. Notre but est, lorsqu'un enfant sera mis en notre présence, de faire la mesure de ses capacités intellectuelles afin de savoir s'il est normal ou si c'est un arriéré. En d'autres termes, est-ce qu'on le met à la poubelle ou est-ce qu'on le garde, hein? Et le docteur Binet avait identifié deux catégories qui mènent à l'élimination de l'enfant, les, je cite, arriérés de l'intelligence et puis les imbéciles moraux. Hein? Et il ajoute, nous ne nous en occuperons pas. Impossible d'être plus clair, hélas, quoi, voyez. Et c'est quand même très triste d'avoir cette vision-là, hein, cette idée qu'il y aurait un seul axe intellectuel, hein, un seul quotient intellectuel avec une prétendue hiérarchie des gens, quoi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je dois avouer que de moins en moins je comprends ce genre de concept, quoi, hein. Et dans le petit monde de l'autisme, s'il y a quelque chose où on retrouve toutes les personnes autistes, et pas que des autistes d'ailleurs, c'est que selon les sous-tests, la personne aura des scores très différents, hein. Vous voyez, comme vous le savez, les tests de QI sont faits d'une multitude de sous-tests, hein. Je vous passe les détails, hein. Mais j'ai quand même une petite histoire à partager avec vous, sinon ça ne serait pas joyeux, quoi, hein. C'est une histoire belge dans tous les sens du terme, hein. Est-ce que vous connaissez Mensa? Et Mensa, c'est une association internationale qui réunit, paraît-il, du moins c'est le descriptif officiel, les 2% de la population qui ont des scores de QI les plus élevés. Ça alors, voyez. Et Mensa, dans certains pays, est une institution, hein, en Angleterre, aux États-Unis, hein, c'est massif, hein. Les gens mettent leur appartenance à Mensa sur leur CV, hein, voyez. Et donc un jour, suite au hasard des choses, j'étais devenu ami avec un responsable très sympathique par ailleurs de Mensa Belgique. Et il m'avait invité, parce que Mensa organise des séances de tests semi-publics, il m'avait invité à l'une de ces séances. Donc moi, quand on me promet des chocolats, je viens, quoi, hein. Ce que je ne savais pas, c'est que l'organisation avait bien bossé, mais ils avaient organisé les choses en grand, ils avaient loué un hôtel de luxe, et ils avaient imprimé des affiches où il y avait ma tête, et il y avait marqué « Venez vous mesurer à Joseph Chovanec ». Donc le jour J arrive, je me présente, il y a déjà des tables alignées avec des tests de QI prêts sur les tables et on attend, sauf que personne n'est venu, rigoureusement personne. Donc j'étais le seul à passer le test de QI, quoi. Et j'ai eu donc le premier prix du test de QI de Mensa Belgique, quoi, hein. Vous voyez, on peut en faire un sketch, quoi, hein. C'est quand même assez extraordinaire, quoi, hein, vous voyez. Donc, qu'est-ce que cela mesure? C'est une grande et belle question, hein. Si on le prend comme un petit jeu pour s'amuser, très bien, mais si on en fait une nouvelle religion, là j'ai quelques soucis, moi, hein, voyez. Parfois, je discute avec des jeunes psychologues qui viennent d'arriver dans le métier et je leur demande « Mais que faites-vous de beau dans vos journées au cabinet ?» Et là, on me répond, je fais passer des tests de QI. Hein? Voilà, très bien, quoi, hein, à méditer, quoi, hein. Pour bien cerner ce qu'est l'intelligence, je crois que quelques histoires vécues sont nécessaires, hein. Dans mes petites activités, j'ai la joie d'aller assez régulièrement dans des établissements fermés où vivent des personnes handicapées. Oui, il y a des établissements, hein, qui sont souvent au fond des bois, en tout cas dans un cadre naturel et généralement assez chouette, où vivent des personnes handicapées. Et j'ai la chance d'y aller de temps à autre. Il m'arrive donc que le matin,
lorsque j'arrive avec mon sac à dos, la personne à l'accueil, qui est une spécialiste, une professionnelle du handicap, elle voit défiler du matin au soir un nombre de personnes valides ou handicapées. Il m'arrive donc que la personne, et ça m'est arrivé une fois non loin d'ici d'ailleurs, me tende les clés pensant que je suis le nouveau résident ou pensionnaire, quoi, hein. Alors c'est une chose excellente parce que ça montre que cette professionnelle a compris qu'il y avait un club entre les gens handicapés de l'établissement et votre serviteur. Voyez ? Là où les choses sont beaucoup moins drôles, c'est pourquoi le soir venu, les copains avec qui je viens de passer la journée seront toujours entre quatre murs et pourquoi je serai libre comme l'air ou presque. Voyez ? C'est une vaste question. Et il n'y a pas de réponse claire. Hein, selon quels critères est-ce qu'on oriente telle personne ici ou là, hein? Ce n'est pas si sûr que ça. Hein, voyez. Autre histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'ordre de Malte. J'aime bien l'ordre de Malte. Je pense qu'ils sont très rigoureux, hein, dans leur pratique et ce qu'ils font. Donc l'autre jour, ils organisaient un colloque sur l'inclusion, une formation, une sorte de super formation de la journée sur l'inclusion. Et ils m'avaient invité. Le jour J, au petit matin, je me suis retrouvé avec mon baluchon devant le siège de l'ordre de Malte. J'étais un peu intimidé. Je ne savais pas s'il fallait rentrer ou pas. C'est là qu'une voiture arrive. Il y a un monsieur élégamment vêtu qui en sort. Et je demande donc au monsieur, est-ce que je peux rentrer ou pas? Et là, il me fait, non, 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 pour vous, l'entrée n'est pas là. Vous devez descendre la rue, tourner à gauche, marcher sur 200 mètres. Je lui dis, merci monsieur, merci de m'avoir indiqué un raccourci. Et moi qui m'apprêtais à rentrer par la mauvaise porte. Hein. Donc je suis les instructions, je descends la rue, je tourne à gauche. Mais là, où est l'entrée de l'ordre de Malte? Je ne la vois pas. C'est au bout d'un moment que j'ai compris que j'étais face à l'entrée de l'asile psychiatrique Sainte-Anne et m'avait envoyé à l'asile psychiatrique. En fait, c'était un jeune médecin qui venait à la journée de formation, quoi. Vous voyez, la vie est excellente, quoi. Mais encore une fois, ça pose la question sur quels critères est-ce qu'on juge de l'acceptation ou de l'élimination d'une personne, quoi. J'ai raconté des anecdotes un peu badines me concernant, mais c'est une véritable question. Et je crois que cette question se posera de plus en plus à l'avenir, quoi. Malheureusement, le temps passe, hein, hélas, bien trop vite. Mais si vous le voulez, je partagerai encore avec vous une petite réflexion avant de passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire notre échange. Hein. J'ai une petite histoire que j'aime à raconter, par exemple, aux jeunes, hein, qui se cherchent dans la vie. C'est l'histoire de Marie Kondo. Vous la connaissez sans doute, Marie Kondo. Hein? Parfois, on la surnomme la papesse du rangement. En tout cas, elle a développé des milliers d'astuces et de techniques concrètes pour ranger, trier, ordonner les choses à la maison. On ne va pas parler de ces détails de rangement et autres, ce sera pour une autre fois. Hein. Mais néanmoins, Marie Kondo pourrait quand même servir en quelque sorte de guide à ce que l'on appellerait en Amérique les les domestic economy. Housing skills, c'est l'expression non américaine justement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple. Vous pouvez être une personne adulte avec toutes sortes de compétences, mais ne pas savoir gérer votre appartement. Voyez, faire son lit, s'occuper de son frigo. Ce sont des choses qui s'apprennent. Il n'y a pas de honte à ne pas le savoir, mais justement, on peut l'apprendre. Et dans des universités, on va dire, de qualité, on propose des cours de domestic economy, par exemple à des étudiants, que sais-je, autistes ou autres.
Voyez, il n'y a pas de honte à apprendre ces choses. On peut les apprendre. Ça améliore considérablement la qualité de vie. Et parfois, ça peut devenir votre centre d'intérêt spécifique, comme chez Marie Kondo, Marie Kondo, dans ses bouquins, décrit ce qu'elle appelle l'étincelle de joie qui l'habite. Voyez, lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt, qui est justement le rangement. Mais ne voyez-vous pas un problème poindre à l'horizon? Est-ce que vous pouvez faire carrière dans le rangement? On n'est pas censé faire carrière dans le rangement. Vous pouvez faire carrière dans la banque ou dans la haute administration peut-être, en politique, mais certainement pas dans le rangement. Ce n'est pas prévu sur un plan social. Et donc, quand Marie Kondo était plus jeune, elle faisait l'objet de grosses pressions de la part de son entourage. Son entourage voulait qu'elle suive une carrière plus normale, entre guillemets, qu'elle soit, que sais-je, avocate. Mais elle a résisté, elle a tenu bon. Et aujourd'hui, elle a suivi son étoile, elle est épanouie. Voyez. Et elle partage cette étincelle de joie avec d'autres. Et même sur le plan bêtement financier, elle gagne plus qu'un patron de banque. L'autre jour, j'étais nez à nez ou presque avec le vice-PDG, le vice-CEO d'une très grande entreprise américaine, très connue. Le genre de personne qui se déplace en jet privé 5 fois par jour. Vous voyez à peu près le profil, Greta, pas contente, mais bon. Et donc, je lui avais raconté l'histoire de Marie Kondo, et à ce moment-là, son visage s'est figé, sa gorge s'est serrée. C'était assez spectaculaire. Alors, est-ce que c'est l'effet infarctus d'entendre qu'elle gagne plus que lui? Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être des souvenirs d'enfance, de jeunesse qui lui remontaient à l'esprit sur ce qu'il avait toujours voulu être, ce qu'il a sacrifié. Et puis peut-être le fait que son métier actuel ne l'épanouisse pas autant qu'il le dit. Voyez? Ce sont des réflexions relativement lourdes. Donc, qui que vous soyez, suivez votre étoile. Il y a des gens qui sont sans doute bien intentionnés, qui essaieront de plaquer sur vous leurs attentes, leur catégorisation sociale. C'est très gentil, mais suivez d'abord ce que vous aimez faire. Et on le voit bien avec les jeunes en situation de handicap. Ils veulent en général faire mentir les pronostics et c'est une chose excellente. Et il n'y a pas de plus grande joie quand on est handicapé que de faire mentir les pronostics. Ça, c'est aussi un petit descriptif à mener. Donc la belle histoire de Marie Kondo peut nous dire qu'il n'y a pas de solutions préécrites quand on est différent. Il faut devenir, comme le disait mon ancien patron aveugle de naissance, un laboratoire ambulant. Je pense que l'expression est tout à fait bien choisie. Si vous le permettez, j'aurais une dernière pensée pour mes étudiants. Je travaille avec des étudiants en situation de handicap qui font des études de philosophie, pour certains de théologie. Voyez, certains de mes étudiants sont très lourdement handicapés. Je ne montrerai pas de photos par respect, puis ce ne serait tout simplement pas adapté. Ils sont étudiants comme d'autres. Voyez. Mais si je montrais des photos ou si la personne venait aujourd'hui, vous auriez probablement des cris de surprise, tant le handicap parfois est lourd. Il y a des gens qu'on ne s'attendrait pas du tout à voir à l'université. Ces gens-là, pourtant, sont étudiants, et même, je dis, un très bon étudiant. Voyez, quand vous avez un handicap très très lourd, vous n'irez pas faire la fête en soirée. Voyez, qu'est-ce que vous ferez de vos soirées? Eh bien, vous écouterez à la synthèse vocale, évidemment, parce que vous ne pouvez pas lire. Vous écouterez à la synthèse vocale des livres. Lesquels? Ceux qui sont gratuits, c'est-à-dire les classiques. Donc vous deviendrez spécialiste en littérature classique espagnole, anglaise ou que sais-je. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Voyez, le handicap, ça peut être une garantie de réussite des études. Dit comme ça, c'est un peu étrange, mais il y a des vrais
J'ai aussi remarqué une chose très perturbante a priori, c'est que plus le handicap est lourd et moins les gens se plaignent. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je connais des gens qui passent leur vie à gémir parce que leur café était froid le matin, quoi. Voyez? Et ensuite, je rencontre tel étudiant qui a véritablement un handicap particulièrement lourd, toujours positif, jamais aucune plainte. C'est pas génial, ça? Lui, il nous le faut comme coach pour gens valides. C'est tout à fait à méditer. Et peut-être que c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre cette phrase que vous connaissez, mais que j'aime à dire. Alors, c'est évidemment la dernière phrase du préambule de la Constitution que vous connaissez. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, cher Joseph, de nous avoir donné à penser. Merci de nous avoir bousculé avec bienveillance. Merci de nous avoir rassemblés avec humour. Décidément, le rire est le propre de l'homme, de tous les êtres humains. Voilà maintenant un temps ouvert aux questions. Je vais me déplacer pour que les personnes qui nous suivent en ligne puissent aussi vous entendre. Donc, j'ouvre ce temps aux questions à poser à Joseph. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, tout va bien. Un ami autiste disait qu'il ne faut pas rester dans sa bulle, quoi. Ah, ça y est. Moi, j'ai pas de questions, mais je voudrais juste vous remercier parce que j'ai moi-même une maladie rare. Dans l'autisme, elle a des symptômes que, comme vous dites, que ça m'a profondément ému, que vu que j'ai fait ma scolarité en 95 jusqu'en 2004, c'est vrai que c'était vraiment catastrophique sur le plan, sur l'inclusion des personnes handicapées. Ils devaient se conformer au moule, puis suivaient les classes, ou bien soit c'était l'école spécialisée, quoi. C'est vrai que ça m'a profondément ému, des solutions que vous apportez. Merci encore d'apporter ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous pour ce que vous faites et ce que vous nous avez partagé. Ah, ça y est, c'est quelqu'un. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous poser une question sur l'humour. Vous pensez que c'est une capacité qui peut s'acquérir? Et si oui, est-ce que, peu importe la condition de la personne, est-ce que tout le monde peut acquérir ceci? Oui. Merci. Alors, je pense que beaucoup de personnes handicapées acquièrent une sorte d'usage instrumental de l'humour. Je m'explique. L'humour peut être un vecteur d'inclusion. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez 10 secondes, 15 secondes pour caser une blague. Si vous réussissez à utiliser ce créneau, vous pourrez vous faire un ami. D'autant plus que la vie des gens, en général, est triste.
Vous voyez, ça, parfois, les autistes ont du mal à le comprendre parce que les autistes croient que les autres sont très heureux, quoi. Hein. Mais c'est pas vrai, quoi. La plupart des gens ont des vies tristes. Hein, donc, il faut leur remonter le moral, quoi. Voilà. Hein, donc, il faut savoir utiliser ce petit moment quand vous croisez quelqu'un et que vous dites bonjour. Là, vous avez un moment de grâce, quoi, à utiliser. Ça prend du temps. Au début, on va faire beaucoup de gaffes, quoi. Mais ça fait partie de tout un apprentissage. Ça va prendre des années. Vous pouvez vous inspirer des blagues que pratiquent d'autres personnes handicapées. Vous voyez, c'est tout un système d'échange de bonnes pratiques. Et à titre personnel, j'ai un avantage fabuleux, c'est que j'ai quasiment tous les jours un petit terrain de test. C'est vous, chers amis. Voilà. On me raconte une blague. Je ne la comprends pas forcément très bien. Mais le soir venu, j'essaierai de googler le texte. Hein. Peut-être que là, je comprendrai la blague. Le lendemain, je serai dans un autre lieu. Je ressentirai la blague. Si ça a l'air de marcher, je la noterai dans ma petite tête, quoi. Hein. Et les gens diront ensuite, ah, il a beaucoup d'humour. Non. Tout ça, ça se travaille, ça s'apprend, quoi. Voyez. Et évidemment qu'il y a une partie, on va dire, d'effort un peu abstrait, voire pas très drôle, pour maîtriser quelques ficelles du langage. Mais je crois que si le résultat est positif, le plan interhumain, c'est chouette, non? Qu'en pensez-vous? C'est aussi une façon non seulement d'être accepté, mais aussi de faire passer un message. Parfois, quand on raconte des choses très théoriques, les gens décrochent, et à juste titre, je comprends tout à fait. Par contre, quand il y a une petite histoire concrète qui fait rire, parfois on mémorise un peu mieux, quoi. Il y a cet usage-là. Et rien que, par exemple, si vous vous appuyez sur un personnage connu des autres, connu pour, par exemple, ne pas être, on va dire, extrêmement normal, mais bien vous pouvez vous faire accepter. Je vous donne un exemple. Vous, par exemple, commettez une gaffe. Ça arrive souvent, me concernant du moins. Et donc, pour vous rattraper, vous dites « Ah, j'ai encore fait le rentemplant. » Voyez ? C'est une chose relativement universelle, ce type de petite phrase. Vous pouvez la ressortir pour beaucoup de gaffes que vous avez commises. C'est comme un peu, je discutais l'autre jour avec un ami qui est procureur du roi en Belgique. Ça ne s'invente pas, quoi. Et donc lui, c'est un professionnel des manifestations. Il est plutôt d'extrême gauche politiquement. Bon, désolé, c'est comme ça, quoi. Et donc il me raconte qu'il y a des slogans de manifs qu'on peut réutiliser quasiment dans toutes les manifs, quoi. Voilà. Et donc ça, on peut trouver aussi des petites blagues qui peuvent fonctionner dans un grand nombre de contextes. On peut commencer par ces petites choses-là, quoi, des petits éléments du langage, et puis petit à petit, on pourra essayer de développer les choses. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un humoriste aujourd'hui décédé qui s'appelait Raymond DeVos. Ou DeVos, suivant les prononciations. Donc, je suis convaincu que Raymond DeVos était autiste, quoi. Voyez, son fameux visage immobile, sa démarche, on va dire, pas forcément des plus agiles sur scène, sa très grande naïveté, il s'est fait escroquer par tout le monde d'ailleurs. Et la source de l'humour de Raymond DeVos, ce n'était pas les blagues plus ou moins salaces que certains humoristes utilisent, c'était tout simplement ce décalage permanent entre la compréhension autistique du langage et la compréhension des autres gens. Et en permanence, il joue sur les deux registres. C'est une source inépuisable d'humour. Voyez, bon, on pourrait reprendre mille et un sketchs, mais que faites-vous pour acheter à manger? Il y a deux solutions pour acheter à manger. Soit vous allez au marché, soit vous faites les courses. Comme chacun sait, on marche pour aller au marché. Mais quand on fait ses courses, il faut courir.
Sauf que, évidemment, hein, il y a des gens qui courent au marché. Hein, ce sont des fous. On dit bien courir comme un fou, quoi. Hein. Et pourquoi le fou n'aime pas la marche? C'est qu'il la rate. Vous voyez. Ça, c'est un exemple. Hein, vous voyez, c'est tout simplement la compréhension qu'un enfant autiste a du langage, et puis vous le transformez en sketch, quoi. Hein. Et donc, vous pouvez même avoir un atout hein, pour avoir une source d'humour à peu près inépuisable, quoi. Hein. Enfin, je crois. Pardonnez ma longue digression. Merci. D'autres prises? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre discours. On dit souvent dans l'inconscient collectif que les personnes avec autisme manquent d'empathie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que vous en dites? Merci pour la question. On dit beaucoup de choses dans les discours et les croyances générales, mais je crois que la question n'est pas celle d'un manque d'empathie. Le problème peut être de savoir correctement interpréter les signes sur le visage d'une personne. Par exemple, quand une personne rit et quand une personne pleure, son visage est relativement similaire. Vous pouvez vous y tromper. Ce n'est pas que vous soyez un monstre psychopathique. Non, c'est pas ça. C'est que simplement l'interprétation n'a pas été faite correctement du visage. Et dès lors, la personne autiste peut ne pas tout à fait bien comprendre votre ressenti ou le ressenti de l'autre personne. Également, la personne autiste peut avoir un ressenti affectif plus marqué dans certaines situations. Vous voyez, si par exemple tout à fait commun dans l'autisme, vous avez un vrai sens pour fonctionner avec des animaux. Vous voyez, il y a des gens autistes qui sont vraiment très doués pour travailler avec des chevaux ou des chiens ou que sais-je. Et donc vous pouvez ressentir beaucoup plus vivement que d'autres. Par exemple, la maladie d'un cheval ou d'un chien ou de que sais-je. Voyez, donc cette fonction d'empathie peut se manifester avec une force différente à des moments différents. Ceci étant, si les non-autistes disaient la vérité, on aurait quelques surprises, voyez-vous. Hein. Beaucoup de gens sont bien plus affectés par la maladie de leur chien que par le décès de leur belle-mère, quoi. Hein, voyez. Paraît-il que le motif de divorce le plus fréquent aux États-Unis, c'est la question de la température de l'air conditionné, quoi. Voyez. Donc, bon. Vous voyez, les gens ont leur façon de fonctionner, hein, et bien malin celui qui me dira ce que c'est un être humain normal. Quoi. Vous voyez, ça c'est vaste question. Je ne crois pas que les gens autistes soient dénués d'empathie. Hein, ça c'est le genre de croyance qu'on pouvait lire dans des vieux livres il y a quelques décennies, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Par contre, il est tout à fait important d'apprendre, par exemple, à l'enfant autiste de bien savoir exprimer c'est son ressenti, de savoir quand il peut le partager ou pas et de quelle forme doit être cette expression. Ça me semble être bien plus constructif comme approche. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Merci. Je vous en prie. Vous avez mentionné au début de la conférence que le risque d'exclusion d'une personne dépendait du degré de l'anxiété de cette personne. Et du coup, ma question, c'est que faire de cette anxiété? Comment aider, en fait? Voilà. Oui. Parce que la médicamentation, voilà, vous en avez parlé. Donc, quelles sont vos idées? Merci beaucoup pour la question. Alors, parlons actuellement de l'anxiété chez les gens autistes. Hein. Ça, c'est un domaine spécifique. Hein. Je me permettrai de l'aborder brièvement suite à votre question. C'est déjà en soi un domaine très vaste. Hein. Mais il faut savoir tout d'abord quelles sont les raisons de l'anxiété ou du ressenti de la personne. Les raisons de façon typique, s'agissant d'une personne autiste, c'est premièrement, la situation n'est pas celle qu'il attendait ou qu'elle attendait. Donc les changements brutaux sont facteurs
ou engendre de l'anxiété. Premier élément. Deuxième élément, la personne ne sait pas comment communiquer un certain message dans un certain contexte social. Ici, la problématique est clairement une problématique de communication, de canaux de communication. Donc les imprévus, les problèmes de communication. Voyez, lorsque également la personne est à bout sur le plan de sa fatigabilité, c'est une notion très importante à maîtriser dans le petit monde de l'autisme, la fatigabilité, ou lorsque la personne est à bout pour des raisons sensorielles. Voyez, lorsque vous êtes en situation de surcharge sensorielle, vous aurez beaucoup plus de difficultés à gérer les interactions et les phénomènes d'anxiété risquent de s'emballer beaucoup plus vivement lorsque vous êtes dans ce cas de figure. Alors, rien qu'avec ça, on a déjà 3 facteurs et je crois qu'on couvre au moins 90% des situations où la personne autiste devient vraiment très angoissée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la solution, ce sont des tonnes et des tonnes de médicaments? Je n'en suis pas si sûr. On peut en parler longuement, mais je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'une solution, premièrement, pourrait être de planifier la journée. Voyez, à 11h, il se passe ceci, à midi, il y a cela, à 13h, il y a le vélo ou autre chose. Voyez, si vous planifiez les choses, si vous respectez le planning, vous divisez considérablement les situations de stress. Ça, c'est une astuce sur laquelle on peut méditer. Autre peut-être astuce sur laquelle on peut méditer, donnons à la personne des outils pour se préserver d'un certain nombre de problèmes sensoriels, casque anti-bruit, autre aussi apprentissage, savoir éviter un lieu bruyant en sortant la fameuse phrase magique « Excusez-moi, j'ai un autre rendez-vous ». Donc c'est une espèce de phrase magique qui marche très bien, Ou alors vous faites comme la reine d'Angleterre. Vous voyez, la reine d'Angleterre, quand elle veut vous congédier, elle vous dit « Thank you ». Ça veut dire « dégage ». Bon, bref, c'est une façon de faire. Mais donc, il y a un équipement, un outillage que l'on doit proposer à la personne. Et de façon générale, mais ça je ne parle que pour moi, quoique je pense que beaucoup de gens y seraient d'accord, plus vous vivez dans un lieu où il y a d'autres êtres humains au mètre carré, plus il y a de risques de problèmes. Et beaucoup de gens autistes rêvent d'un lieu de vie tranquille dans la forêt. Voyez, on pourrait presque imaginer une agence immobilière à l'envers, qui propose des lieux en fonction du degré de bruit environnant qu'il y a. On pourrait imaginer ça. Donc, si vous êtes autiste, vous faites des économies sur le logement aussi. Ça fait partie des petits avantages cachés de l'autisme. Bon, je le dis un peu à ma façon, mais je suis convaincu qu'on peut proposer un cadre de vie bien moins anxiogène. Et dans une salle de classe, on peut tout à fait imaginer un petit, comme on dit, refuge sensoriel au fond de la classe, d'où on pourra suivre le cours de maths ou de je ne sais quoi, et, sans pour autant être forcément exposé à tout le stress social. Bon, c'était une sorte de petit résumé, vous excuserez si c'est trop rapide. Je prends au vol une des astuces, le respect du planning. Donc pour respecter le planning, précisément, il reste peut-être encore la place pour une question. Oui. Merci. Vous avez parlé d'enfance, d'adulte. Il y a une période qui me semble cruciale entre les deux, l'adolescence. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en donner? Très bien. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait aussi une question urgente ici. Peut-être qu'on peut les fusionner si vous le voulez bien. On va faire un test, on va déborder d'1 minute. On verra si on va tenir le choc. Oui. Merci Joseph pour cette belle présentation. Mais en tout cas, moi j'ai été très touchée par Winnie l'ourson, je suis assez fan. Et aujourd'hui, je voulais savoir, d'après vous, quels sont pour vous, à vos yeux, les ingrédients d'une bonne inclusion, d'une inclusion scolaire qui pourrait justement germer dans toutes les écoles de Suisse.
C'est gentil, mais vous voulez nous faire déborder là beaucoup plus que d'une minute, quoi. Voilà. Et je crois pour découvrir autrui, c'est très simple, il n'y a pas 50 méthodes. La meilleure façon, c'est de fréquenter cette autre personne. C'est comme apprendre la culture japonaise. La meilleure façon, c'est de fréquenter des Japonais, tout simplement. Et je pense qu'une formation excellente aux profs, aux futurs profs, serait qu'ils aient ou elles aient, dès le début de leur carrière, un contact fort avec tous les profils humains. À une époque, quand on faisait des études de psychiatrie, ça ne se fait plus, mais à une époque, quand on avait le cours sur la schizophrénie, comment ça se passait? Eh bien, on entrait dans une petite salle où il y avait des gens schizophrènes et on passait la journée. C'est un cours excellent, quoi, un concret. Et ça manque drastiquement, si j'ose dire, comme c'est une réponse rapide, pardonnez. Mais par rapport à l'adolescence, quoi, hein, je pense qu'on a drastiquement peu de solutions fonctionnelles à proposer à nos amis ados autistes, quoi, hein. On n'a pas, ou quasiment pas de club, par exemple, pour ados autistes. Mais oui. Voyez, il y a des choses pour les enfants, hein, il y a quelques associations pour les adultes, c'est très bien, hein, mais j'allais dire, on n'a quasiment pas de club pour ados. Hein. Une stratégie qui peut marcher, hein, et je crois que chaque ado autiste devrait avoir au moins un interlocuteur autre que ses parents. Voyez, ce n'est pas pour réduire l'importance des parents, non, ce n'est pas ça l'idée, mais il faudrait que chaque ado puisse avoir au moins un interlocuteur autre que ses parents. Ça me semble vitalement important, quoi, hein. Et toujours par rapport aux parents, pardonnez de vous dire une triste nouvelle, en apparence triste, mais elle n'est pas triste dans l'absolu, c'est qu'à partir d'un moment, vous aurez de moins en moins de connaissances sur la vie de votre enfant, quoi, hein. Mais c'est normal, hein, ça veut dire qu'il est adulte ou presque, quoi, vous voyez, il ne faut pas le prendre mal, quoi, hein. Et par ailleurs, ça renforce encore l'utilité d'avoir au moins un intermédiaire, hein, une autre personne. Il faut évidemment que cette personne soit fiable, correcte. Ça ne doit pas être le dealer de drogue du coin, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et il y a aussi un certain nombre d'apprentissages très fort, parce que les gens autistes, pardonnez d'utiliser ce terme-là, peuvent être très intelligents, mais parfois sont d'une grande naïveté sociale, hein. Ils se font massacrer, quoi, hein, c'est un plan social. Et, si j'ose dire, c'est l'expérience qui parle aussi, malheureusement, quoi, que voulez-vous. Donc il y a, je dis, un apprentissage sur les principaux problèmes qui risquent de se produire, quoi, hein, voyez-vous. Et ce serait un reproche, si j'ose me permettre, par rapport à certains cours sur les habiletés sociales, c'est qu'on n'aborde que les choses gentillettes, savoir dire bonjour aux voisins, c'est très important, mais on peut aussi apprendre à gérer les situations mauvaises, hein, qui vont sans doute se produire. Et puis peut-être dernier petit conseil, hein, si j'ose dire, avoir des amis réels, c'est très utile, mais avoir des amis imaginaires, c'est génial, quoi, hein. Il y a dans l'univers culturel toutes sortes de gens qui sont comme vous. Vous pouvez faire leur connaissance. Je ne sais pas si vous préférez la panthère rose, ou les Schtroumpfs, ou le capitaine Nemo, ou Tux, le pingouin emblème de Linux. J'allais dire, le choix est tellement large, hein, dans l'univers culturel, et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être comme vous, hein, et il ne faudrait vraiment pas que l'adolescence devienne une sorte de prélude à l'exclusion de la personne. Et il y a beaucoup de jeunes adultes, j'en connais, hein, même en Europe, qui vivent totalement enfermés dans leur chambre, hein. On en parle très peu, il y en a beaucoup, hein. Au Japon, on les appellerait les hikikomori, hein, voyez, mais en Europe, on n'en parle pas. Je ne connais pas d'association qui prennent en compte ce cas de figure-là. Donc faisons tout
pour éviter cette situation, valorisons la personne, valorisons ses apprentissages. Et savez-vous quoi ? L'adolescence peut beaucoup mieux se passer chez les autistes que chez les non-autistes. Oui, si. Donc, comme quoi, vous savez, être autiste, ce n'est pas forcément la catastrophe absolue qui vous tombe dessus. Je ne vous raconterai pas ma petite vie, mais une petite anecdote pour finir. J'ai la chance d'aller dans toutes sortes de pays, entre autres des pays pauvres. Et j'étais, il n'y a pas si longtemps, sur l'une des îles des Comores, entre Madagascar et puis le continent africain. Les gens sont très pauvres là-bas, Vous voyez, les gens n'ont pas d'électricité, souvent ils vivent dans une tôle ondulée, les bangas, comme on appelle ça localement, vous voyez. Et donc, pourtant, les personnes peuvent construire un avenir, peuvent se trouver un job, peuvent avoir vraiment de belles perspectives. Et comme le disait une maman d'un pays lointain, et c'était écrit en pleine conférence, qu'est-ce que je suis contente que ma fille de 17 ans soit autiste. Je sais qu'elle n'est pas droguée, je sais qu'elle bosse les maths à la maison, le soir venu. Bon, c'est une façon de parler, mais c'est peut-être pour non plus ne pas toujours voir la différence comme une catastrophe. Il y a plein de bonnes choses qui peuvent se passer quand on est différent. Souvenez-vous du petit Kakapo, Voilà. Une longue vie paisible, c'est, je crois, ce qu'on ne peut que se souhaiter mutuellement, Merci beaucoup de votre attention. Merci.